Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors Sabina, cette semaine, on a décidé de se pencher sur le sujet de l'inspiration, d'où elle vient, où on la trouve, que faire quand elle fait défaut, où aller la chercher. Et donc, si tu veux, je te propose de commencer par toi, par ton cas personnel et particulier, pour nous expliquer un petit peu comment tu travailles et où tu trouves l'inspiration. Oui, alors l'inspiration pour moi a différentes sources. Et j'ai fait un peu l'inventaire de toutes mes peintures avant cet épisode pour regarder un peu d'où venait l'inspiration à chaque fois. Et il y a quelques points communs entre certaines peintures, mais principalement, les choses qui vont m'attirer vont être les formes et les couleurs des choses que je vois. Donc souvent, je vais être stimulée par quelque chose de visuel, un élément visuel. Et cela arrive parfois quand je vais me promener au bord de la mer ou dans la forêt. Et là, je vais m'attarder à regarder des fleurs ou un arbre qui a une forme particulière, ou un champ, ou une vache, ou un oiseau, et ça va déclencher quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais la forme, la couleur va m'intéresser. Du coup, souvent je prends des photos, et puis après je les regarde et je les retravaille plus tard dans l'atelier. Mm-hmm. Donc ça, c'est une des sources principales d'inspiration que j'ai. Mais j'ai aussi d'autres sources, comme par exemple la télé. En regardant la télé, il m'arrive parfois d'être touchée par un personnage ou une image particulière, une ambiance. Oui. Et à ce moment-là, je vais sortir vite mon téléphone portable et je vais prendre une photo de ce que je vois sur l'écran. Oui, je me souviens d'un de tes tableaux qui représentait Jacques Weber dans la série En thérapie, en fait. Oui, c'est vrai. C'était une série que j'ai regardée religieusement. J'ai adoré cette série. Et Jacques Weber est un des personnages qui m'a beaucoup touchée parce qu'il me faisait penser à des personnes avec lesquelles j'avais travaillé dans ma vie précédente, ma vie professionnelle d'avant. Et il me faisait penser à certains managers que j'avais connus. Donc c'est un personnage qui est un peu renfermé dans un carcan. Qui est abrité derrière une façade très solide, quoi. Enfin, voilà, exactement. Qui porte un masque. Ouais, mais qui en fait a des grosses failles et beaucoup de problèmes à régler et d'une certaine arrogance. Oui, voilà. oui, c'est vrai. C'est son arrogance surtout qui m'a... Qui t'a rappelé des personnes. Oui. Donc, quelque part, ça a provoqué en même temps de la colère et de la fascination pour ce personnage. Et donc, là, pareil, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris des photos de Jacques Weber qui jouait ce rôle. Et après, plus tard, quand j'étais dans l'atelier, je me suis dit, bon, et maintenant, il faut absolument que je peigne ce personnage. Et je me suis beaucoup amusée à le faire. C'est pas forcément une de mes meilleures peintures, mais c'était presque thérapeutique pour moi. D'accord. C'était pas à proprement parler de la joie, mais il y avait un côté... une espèce de revanche, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Puis je l'ai posté sur Instagram et puis j'ai expliqué justement qu'il me faisait penser à certaines personnes. Et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui s'identifiaient à ce que je disais par rapport à ce personnage. Tu sais que l'autre jour, je l'ai vu, Jacques Weber. Ouais. Je remontais la route du Rhin et je voyais quelqu'un qui marchait sur le trottoir, qui se baladait. Je fais « Oh, Jacques Weber !» C'est fou, ça. Oui, on m'a dit qu'il venait en vacances en Bretagne. Ouais. C'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il a une énergie et qu'il a une personnalité qui sont vraiment incroyables. Ouais, extraordinaire. Et donc, au-delà de la télé, après, les autres sources d'inspiration pour moi, parfois, elles viennent de vieilles photos. J'ai gardé des vieux albums photos. Ça fais partie de cette génération-là où on faisait des albums photos. Et j'aime bien des fois reparcourir ces albums, non pas par nostalgie ou parce que je ressens le besoin de me remémorer de choses que j'ai vécues dans le passé, mais parce que peut-être j'ai pris des photos quand j'étais plus jeune et mon regard était différent et du coup ça apporte quelque chose de nouveau pour moi. Donc j'arrive souvent à retrouver des idées, des choses, des souvenirs, des trucs qui vont déclencher une idée à développer ensuite sur la toile.
Donc une autre source d'inspiration pour moi est aussi de retravailler des vieilles peintures. Oui. Des fois, on travaille sur des peintures, on n'est pas vraiment satisfait du résultat, donc on les met de côté, puis on se dit, bon, peut-être un jour je les reprendrai. Et ça m'arrive des fois de juste pas avoir une idée là sur le moment, mais avoir quand même l'envie de faire, de peindre, de faire quelque chose. Et donc, je ressors des anciennes toiles et je décide de partir... je démarre simplement par recouvrir ce que j'avais peint avant, et ensuite c'est la toile même qui va me renseigner sur un sujet, quelque chose que je peux développer. Donc ça c'est aussi, voilà, c'est vrai que démarrer sur une toile vierge c'est pas toujours évident, alors que si on prend quelque chose qui est déjà riche en texture, riche en forme, en couleur, ça peut déclencher des idées et du coup être une source d'inspiration tout simplement. Et toi, Gwenaëlle, c'est quoi tes sources d'inspiration ? Ma source principale d'inspiration, je dirais que c'est la nature, en fait. C'est l'extérieur. Mais en fin de compte, justement, en préparant cet épisode et en réfléchissant à ça, c'est la nature, c'est les paysages, ça c'est certain, parce que ça se retrouve dans ce que je fais. Mais derrière ça, je dirais que c'est l'élan vital qu'on trouve dans la nature c'est l'énergie, c'est le mouvement, tu vois, c'est cette espèce de force là un peu brutale qui peut s'exercer quand on est dans la nature, dans la forêt, sur un sentier côtier, dans la montagne. Et c'est peut-être pour ça que je suis souvent entre figuratif et abstraction, parce que j'essaye de traduire ça en fin de compte, tu vois, non pas d'être dans le figuratif, de reproduire le paysage, mais d'essayer de traduire la force et l'énergie d'un paysage ou du végétal et du minéral par exemple, et donc c'est ça c'est ça que souvent alors, est-ce que ça m'inspire, est-ce que c'est en moi, je sais pas, c'est un sujet pas évident, l'inspiration, je trouve, parce que effectivement t'es attiré par certains sujets particuliers, mais tu sais pas vraiment comment ça agit en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors évidemment, si t'es dans le figuratif, tu dis, bon, je vois un beau paysage, ça me plaît, j'essaye de le reproduire. Mais quand tu veux aller essayer de chercher autre chose, il y a une espèce d'alchimie intérieure qui se produit, tu vois, les choses sédimentent en toi. Tu sais pas exactement quand, comment, et ça ressurgit après. Et donc moi, je sais que ça, c'est certain que la nature et l'extérieur, c'est une source d'inspiration pour moi, parce que je suis bien quand je suis dehors. Mon corps aime être dehors, tu vois, j'aime être dehors, marcher, bouger, nager. Mais après, comment le travail se fait, j'aurais du mal à le dire. Après, mon œil est attiré aussi par certaines formes comme toi, mais là, qui vont pas forcément être des formes dans la nature toujours. Ça peut être des formes très géométriques, tu vois. Ici, par exemple, il y a des endroits où tu as des vues quand tu vas vers la mer, avec les jetées, avec les balises, avec les escaliers qui descendent sur la plage. Il y a des formes très géométriques qui se dessinent. Et ça, souvent, ça attire mon œil aussi. Le jeu des ombres et de la lumière, avec justement quelquefois des ombres et lumière qui ont des zones un peu floues, et puis d'autres qui sont très tranchées, des arêtes très tranchées. Et ça se retrouve aussi dans ma peinture, des zones où les couleurs vont se mélanger, et puis des zones où les limites vont être vraiment très marquées, quoi, tu vois. Et j'ai toujours été attirée aussi par les trucs un peu bizarres. Tu sais, les dessins formés par la peinture qui s'écaille sur les coques des bateaux. Ah oui, la rouille aussi, oui, par exemple. Voilà, la rouille, le lichen sur les rochers, un reflet, des superpositions de reflets. Tu vois, quand tu es devant la vitrine d'une boutique et que tu vois la rue derrière, que tu vois la boutique et que tu te vois au milieu. Enfin, tout ça, c'est des choses qui, visuellement, m'ont toujours intéressée, m'ont toujours... plu, et je pense que ça peut se traduire dans la peinture par des effets de transparence, par exemple, par cette espèce d'impression de mélanger les distances, tu vois. Et donc ça, c'est des choses qui sont perceptibles, que je vois, que je peux reconnaître. Et après, je pense qu'il y a des choses dont je ne suis pas forcément consciente, tu vois. Et alors, en peinture, c'est difficile à détecter, mais quand tu écris, par exemple, tu t'aperçois que ton inconscient, il est là, quoi. Et quelquefois, tu écris, par exemple, tu écris un roman ou une nouvelle sur un sujet particulier, et tu as l'impression que tu écris sur quelque chose de complètement extérieur, et tu la relis 6 mois après,
Et tu te dis, bah voilà, c'était dans ma tête, c'était un sujet qui me trottait dans la tête. Et l'écriture, de cette façon, a été un moyen de le traiter. Et ce que je pense apparaît là, mais sur le moment, tu n'en étais pas forcément consciente, quoi. Oui, ça me fait penser, en fait, c'est vrai que l'inspiration, elle peut être consciente ou inconsciente. Je réfléchissais à ça en venant ici. Et c'est vrai que des fois, on peut commencer une toile. Moi, je peux partir d'une inspiration visuelle, par exemple. Donc, j'ai vu un paysage qui m'a plu et je vais avoir envie de reproduire, pas exactement, mais reproduire quelque chose qui ressemble à ce paysage. Et en l'exécutant, des fois, ce qui se passe, c'est que ça part complètement dans une autre direction. Donc, au lieu de, par exemple, si je démarre avec une idée de paysage marin, il arrive parfois que ce paysage devienne plutôt un paysage de campagne ou de montagne. Et ça, c'est plus fort que moi. Pourtant, j'ai une idée très précise quand je commence. J'ai pas une idée visuelle de où je veux aller, mais je sais à peu près ce que j'ai envie tu veux traduire, ce que je veux traduire. Et au final, ce qui apparaît n'est pas du tout ce que j'avais en tête au départ. Et là, je me dis, je te rejoins complètement. Je pense qu'il y a une part de l'inconscient qui nous dépasse. C'est ça. On n'arrive pas à maîtriser cette partie-là. Et moi, ça, c'est c'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé depuis que je peins. C'est que, en fait, je trouve que en tant qu'artiste, on est poreux, en fait. On est poreux, on est sensible à notre environnement. Et moi, je sais très bien que si j'avais pas autant de nature à ma disposition, si j'habitais, par exemple, dans une grande ville, si j'habitais, je sais pas, à Paris, à New York, à Shanghai ou je ne sais où, je serais sans doute très inspirée par le milieu dans lequel je vis aussi. Et ma peinture serait beaucoup plus urbaine, aurait un aspect complètement différent, beaucoup plus dans le vertical et l'horizontal, tu vois, dans des choses comme ça. Et donc, je pense que vraiment on est poreux, et donc il y a des choses, on sait ce qui nous traverse, on sait ce qui entre en nous, mais pas toujours. Et quelquefois, il y a des choses qui se font un peu à notre insu. Donc on peut dire, bah oui, je suis attirée par telle et telle chose, mais par exemple, moi je sais que j'ai une série que j'ai faite qui s'appelle Western Song, et c'est une série que j'ai faite il y a quand même, ça devait être 2017, 2018, 2018 je pense. Et moi qui me trouvais une personne plutôt calme et plutôt posée, dans cette série-là, c'était une espèce d'explosion de couleurs et de fracas, de rochers, d'eau, de mer. Alors évidemment, il y a l'environnement, mais je me suis dit, ça traduit aussi quelque chose qui est en moi et que je ne voyais pas forcément, tu vois, cette espèce l'énergie brute, quoi, cette espèce d'aller à la confrontation, comme ça, de claquer un peu, quoi. Et donc, ce que j'ai peint, d'une certaine manière, m'a renvoyé à moi-même et à peut-être une part de moi dont j'étais pas assez consciente, tu vois. Alors Sabina, pour poursuivre un peu notre discussion, est-ce qu'il y a des sujets ou des thèmes que tu as en tête, mais sur lesquels tu n'as pas encore pris le temps de te pencher, par exemple, ou qui te paraissent encore un peu trop loin pour que tu t'y attaques? Oui, après, trouver d'autres sources d'inspiration, je ne sais pas. Ce que tu disais tout à l'heure a fait écho en moi, parce que je me disais, c'est vrai que j'ai tendance à, quand je vois quelque chose qui me plaît, donc j'ai une stimulation visuelle qui est une source d'inspiration pour moi, j'ai tendance à vouloir quand même garder des éléments réels de ce que j'ai vu. Il faut que quelque part on puisse reconnaître l'endroit, reconnaître ce que c'est. Et en fait, je me posais la question, enfin depuis un moment, je me pose la question, ça serait peut-être intéressant pour moi de faire ce que toi tu fais, c'est-à-dire de réfléchir plutôt à ce que je ressens, qu'est-ce que ça provoque en moi, et essayer de représenter ça plutôt que ce que je vois. Et comme je suis très attachée à ce lien visuel, il m'est difficile de partir dans mon ressenti. Mais je pense que ça serait intéressant, et je pense aussi que ça me pousserait davantage dans l'abstraction. Oui, ça c'est sûr. Voilà, parce que je vois pas comment, au niveau figuratif, je pourrais explorer cette partie-là. Donc
Donc je pense que ça serait intéressant de faire ça, de m'autoriser à quitter le monde figuratif complètement et de juste essayer de faire de traduire tes impressions et tes sensations. De manière très abstraite. Après, c'est vrai que j'ai déjà essayé de faire ça dans le passé et je m'y perdais. Oui. Je me perdais dans le processus. Je pouvais prendre du plaisir dans l'exercice, mais je n'arrivais pas à aboutir à quelque chose qui ensuite me paraissait correspondre à ce que je voulais exprimer. Donc c'est une recherche que je vais peut-être continuer. Je ne suis pas sûre que ça va aboutir. Ouais. Mais moi je sens vraiment que quand tu veux aller vers l'abstraction, il faut vraiment être dans une forme d'exploration. Et là, tu vois, je me suis remise à un travail régulier dans l'atelier. J'essaye d'y aller tous les jours et je travaille sur plusieurs choses en même temps, mais notamment le paysage. Et donc l'autre jour, j'ai été faire une randonnée. J'ai pas fait des dessins in situ, j'ai pris des photos. Et puis au retour, j'ai commencé à travailler. J'ai regardé mes photos rapidement. Je me suis pas tellement basée dessus, mais j'ai essayé de reprendre les couleurs, de retravailler dessus. Et donc j'ai fait quelques peintures, comme ça, vraiment très rapides, qui étaient très proches de la réalité encore. Et puis peu à peu, j'ai commencé à jouer avec cette réalité, tu vois, à inverser les choses, à utiliser les mêmes couleurs, mais sans essayer de représenter un paysage, à déchirer les feuilles que j'avais faites, à recomposer le paysage. Et je crois que quand tu veux aller vers l'abstraction, c'est difficile d'y aller directement, en fait. Tu as besoin, comme ça, d'être vraiment dans une exploration, de triturer la matière pour essayer de faire surgir quelque chose de différent, en fait. Et moi, je crois que c'est vraiment ça que j'aime, quoi. C'est, tu vois, aboutir à une œuvre finale, c'est presque moins important pour moi que tout ce cheminement et toute cette exploration, parce que c'est là que j'ai vraiment du plaisir, c'est là que j'ai vraiment du goût à peindre, quoi, en fait. Et donc, et à déchirer, à recomposer, à réessayer, à changer les couleurs, à varier les choses. Et donc, ça me plaît beaucoup. Donc, quelquefois, l'inspiration, elle vient aussi dans le travail, en fait. Et tu te dis, ah tiens, si j'essayais tel truc, ah tiens, si je retournais, fréquemment, je retourne mes peintures, tu vois, du coup, pour pas me... Parce que quand tu essayes d'équilibrer les choses, ton œil, il a une certaine vision, et hop, dès que tu tournes, tu t'aperçois que c'est plus si équilibré que ça. Et donc, tu es obligé de rechanger un peu tes paramètres. Mais vraiment, je crois que il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, ça va être plus facile de faire de l'abstrait. Des gens qui ne savent pas dessiner, pas peindre, ça va être plus facile d'aller vers l'abstraction. Et en fin de compte, c'est pas plus facile du tout, parce que y en a qui essayent de se lancer comme ça, mais c'est difficile de se lancer sans repère, sans rien, quoi. Et donc tout ce travail progressif de trituration de la matière, ça t'aide à aller vers quelque chose. Mais c'est complètement faux de croire que 1, c'est plus simple, et que 2, il n'y a pas de travail derrière, qu'il suffit d'étaler trois petites crottes de peinture sur la toile, tu vois, et que ça va faire de l'abstraction. Non, mais c'est vraiment le processus que tu viens de décrire, il est exactement à l'opposé de ce que je fais. On est faite pour s'entendre. Mais oui. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que souvent, mes peintures qui sont, on va dire, plus figuratives, je les démarre dans l'abstraction complète. Ah ouais. Donc, je vais... tester différentes choses. Chemin, Voilà, c'est ça. Je commence par utiliser même des couleurs dont j'ai pas l'habitude que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Je vais faire des traits, des marques, des formes, des choses qui n'ont rien à voir avec le paysage que je veux représenter, par exemple. Et c'est vrai que en elle-même, enfin, dans cette première phase, quand je l'arrête, je me trouve face à une peinture abstraite. Mais ensuite, pour moi, le challenge, c'est de ramener cette abstraction vers quelque chose de plus figuratif. Pour moi, c'est ça, c'est ce cheminement-là qui est intéressant. Et en le faisant, j'essaye toujours de garder des éléments d'abstraction. Je ne veux pas recouvrir entièrement ce que j'ai fait dans la première phase. J'essaye vraiment de faire transparaître les premières couches,
Et donc, c'est pour ça que souvent, le résultat est un résultat, certes, figuratif, mais avec quand même des éléments d'abstraction qui apparaissent. Et donc, c'est pour ça que je dis, je navigue un peu entre les deux, parce que de juste peindre quelque chose que j'ai vu, et tel qu'il est, je n'y vois pas trop d'intérêt personnellement. Pour moi, ça, c'est pas ça le... Ouais. Mais en fait, moi, j'ai un processus similaire. Tout dépend, est-ce que je pars de la toile sans référence ou est-ce que je pars avec une référence, en fait. Et donc, si je suis en train d'étudier le paysage, par exemple, je vais suivre le processus dont j'ai parlé. Mais il m'arrive aussi de faire comme toi, c'est-à-dire de partir de la toile vierge et de créer du chaos et d'essayer de me sortir du chaos. Et après, vient ce qui vient. Quelquefois, c'est totalement abstrait. Quelquefois, on peut se raccrocher à quelque chose de figuratif, voir un paysage, voir un port, voir des choses comme ça. Mais voilà, j'ai donc deux manières de procéder, en fait. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant, justement, tout ce processus-là de destruction, de recréation, en fin de compte. Ça, ça enrichit ta toile, ça enrichit les différentes couches que tu construis, et c'est ça qui donne aussi tout l'intérêt à la toile finale, quoi. C'est vraiment intéressant. Alors, je me suis aussi demandé, moi, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'aimerais bien me pencher et que j'ai pas du tout abordés, tu vois. Alors, j'ai pensé au jazz, par exemple. Mais alors là, pour passer du jazz à la peinture, c'est pareil, il va falloir aller vers l'abstraction parce que je vais pas m'amuser à peindre des joueurs de jazz. Tu vois, Duke Ellington en train de jouer. Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et puis il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Je pense notamment à Fanchmoile qui avait fait une série comme ça sur des jazzmen. Et c'était très chouette. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc comment traduire le jazz et les particularités du jazz en peinture, par exemple. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus figuratives, comme les silhouettes, les visages. Ça, je pense qu'un jour, j'aimerais bien travailler là-dessus aussi. Mais pareil, d'une manière, création, destruction, recréation, tu vois, être dans quelque chose comme ça. J'ai vu l'autre jour sur Instagram une personne qui est venue à la peinture assez tard aussi et qui fait justement des visages comme ça qui sont un peu déglingués, quoi, qui portent un peu des marques et tout, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, comme si le visage portait l'histoire de la personne, tu vois, dans les traits, quoi, en fin de compte. Et puis, alors il y a un truc, là, j'ai commencé, mais je suis pas encore dedans, ce serait traduire carrément la joie, en fait. La joie en peinture, la joie sur la toile. Alors ça me motive bien. Et là, je pense que ça se traduirait par des formes et par des couleurs particulières, par une approche aussi joueuse, justement. Et là, ce serait dans un but d'exprimer la joie comme toi, tu la ressens, ou de procurer de la joie à ceux qui voient tes peintures. Les deux, en fait. L'idée, ce serait les deux. Ce serait que moi, ça me mette en joie de le faire, en espérant que cette joie, elle soit après, ensuite, transmissible via la peinture, quoi, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose je sais comment je vais faire, mais je me suis pas encore complètement... Ouais, c'est ça, il n'y a plus qu'à, comme tu dis. Mais je me suis pas encore totalement lancée dedans. Mais ça demande aussi un certain lâcher-prise, quoi. Tu vois, ça demande de vraiment y aller, de pas avoir peur, quoi. Parce que du coup, quand tu es dans le jeu, tu vas faire des trucs, des fois, c'est du gribouillage, c'est des trucs de bébé, c'est des trucs, tu vois, enfin, faut pas avoir peur de se lâcher, là. Dans le groupe Art System, il y avait une personne qui disait, j'ai du mal, moi, à me lancer dans mon sketchbook directement. Donc, je lui ai dit, travaille sur des feuilles volantes, lâche-toi là-dessus, et comme ça, il n'y a pas d'enjeu. Tu vas découper ce qui te plaît, tu vas garder ce que tu veux, quoi. Parce que ça, les gens, ça les arrête quand je vais gâcher du papier, je vais gâcher de la peinture. Oui, après, moi, je trouve un peu frustrant de faire... des fois, je trouve un peu frustrant d'utiliser juste du papier pour tester des choses, parce que j'aime bien peindre sur bois et sur toile, mais surtout sur bois. Et ça, c'est parce que j'aime bien vraiment pouvoir gratter, poncer. Voilà, j'aime bien un peu maltraiter la surface. Et donc, je suis vite frustrée quand je suis quand je travaille sur une feuille de papier. Ensuite, si je veux aussi commencer à coller des choses dessus, voilà, si le papier est trop fin, ça va pas supporter le collage, le papier va vite s'abîmer, et donc l'exploration, elle va vite s'arrêter, et je vais être vite obligée de passer sur une autre feuille.
ce que je trouve frustrant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trois supports en bois que j'utilise pour faire mes explorations. D'accord. Donc, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. D'accord. Et je les ponce quand j'en ai marre, quand elles sont trop chargées, je les ponce et je repeins par-dessus. D'accord. Donc ça me permet d'être vraiment sur le support final, mais d'explorer avant de passer vraiment à faire une œuvre finale, quoi. Alors hier, j'ai fait une commande de matériel de Beaux-Arts et j'ai découvert qu'il y avait des toiles en rouleau. Oui. Alors est-ce que ça a la consistance de la toile? Est-ce que c'est vraiment de la toile? Je suis pas sûre. Mais bon, ça peut être aussi un moyen de ne pas être sur le papier, tu vois, et de potentiellement arriver à un résultat que tu peux ensuite fixer sur un châssis, quoi. Ça peut être aussi... ou coller. Mais oui, maintenant, il y a quand même un sacré choix au niveau des supports, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oui. Non, et puis le bois, franchement, c'est pas si cher que ça. On peut aller se faire couper 3 morceaux dans un magasin de bricolage. Et c'est pas excessivement cher. On n'est pas obligé de prendre des bois très nobles. Hein. Et après, ça ressemble... Oui, avec du contreplaqué, ça marche très bien. Il faut juste faire attention, quand tu fais ça, de le prendre suffisamment épais pour pouvoir visser derrière des accroches, par exemple. Voilà. Parce que ça, c'est une erreur de débutante que j'ai fait. J'avais pris un contreplaqué de 0,5 mm et du coup, c'était trop juste, 5 mm plutôt. Et c'était vraiment trop juste pour fixer quoi que ce soit. Donc, j'avais été obligée de coller des morceaux de bois derrière pour faire... Voilà. Mais donc, j'ai fait ça une fois, j'ai pas fait ça 2 fois. Bon, mais alors l'inspiration, quand elle fait défaut, quand on est dans une période un peu creuse et qu'on ne sait pas vers quoi se tourner, est-ce que tu as des solutions à proposer? Toi, comment tu fais quand tu traverses une période comme ça? Oui, alors pour moi, le manque d'inspiration rime souvent avec un manque d'entrain dans ma vie. C'est vrai que... Oui, c'est plus un manque d'envie. Oui. C'est-à-dire, je vais être réceptive à l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est souvent quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, on inspire quelque chose qui est extérieur à nous, et ça va provoquer des idées, des associations d'idées. Ça va nous donner une motivation pour exprimer quelque chose. Et donc... Mais pour avoir cette capacité à recevoir ce qui est extérieur à nous, il faut être prédisposé à ça. Et donc, dans mon cas, quand je me sens pas au top de la forme, on va dire, si j'ai pas vraiment le moral ou si j'ai trop de choses qui me préoccupent dans ma vie, je vais avoir du mal à trouver des sources d'inspiration et ça va forcément impacter... mon travail artistique. Oui, parce que tu disais que c'était lié à la joie. Donc effectivement, si la joie fait défaut dans ta vie, tu as du mal à trouver l'énergie pour créer, en fait. Et donc, alors j'ai pas de solution magique par rapport à ça. Hein. Parfois, il faut juste accepter que il faut passer par ce moment-là dans la vie, attendre que les choses s'améliorent pour que la joie revienne tout simplement toute seule. Et donc, il m'arrive parfois, pendant plusieurs semaines, de ne pas créer. C'est rare, mais ça arrive. Ce qui n'est pas un problème en soi, de toute façon, sauf si on se sent frustré, quoi. Mais c'est normal, je crois, d'avoir des périodes creuses. Oui, parce que je pense aussi que quand on manque de sources d'inspiration, la chose qui, je pense, il ne faut pas faire, c'est la forcer, cette inspiration. Ça ne sert à rien de forcer les choses. L'inspiration est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Non. Donc les moyens que moi j'ai trouvés, c'était de me mettre dans des situations où justement je peux ressentir cette joie qui est nécessaire dans mon processus créatif. Et donc je vais faire des choses qui me plaisent, notamment aller me promener. Le fait de bouger le corps, souvent. Sortir de chez moi est vraiment important. Et comme j'ai besoin de ce stimule visuel, il faut que je vois autre chose que les 4 murs chez moi. Donc il faut que je vois des arbres, il faut que je vois d'autres personnes, il faut que je vois la mer, il faut que... Le fait de bouger, ça fait recirculer l'énergie dans ton corps. Et ça peut suffire à déclencher l'envie de se remettre à créer, en fait. Et puis après, c'est vrai que quand on est en manque d'inspiration,
le fait aussi d'échanger avec d'autres artistes sur ça, ça peut aider. Ça peut... On peut parler de sa panne. Oui, bien sûr, oui. Panne d'artiste et de dire, bah, toi, tu fais comment? Et c'est vrai qu'en échangeant comme ça, des fois, on peut retrouver l'inspiration. L'échange est vraiment important, avoir un soutien. On peut dédramatiser aussi, tout simplement, parce que quelquefois, quand on n'est pas inspiré, quand on n'a plus envie, c'est un peu le monde s'écroule, quoi. Et le fait de discuter avec d'autres artistes et de se rendre compte que tout le monde est un peu à la même enseigne, ça rassure. Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, il y a des périodes où la météo va un peu impacter le moral des gens, la situation économique ou politique ou sociale, enfin, ce qui peut arriver à l'extérieur de nous peut impacter plusieurs personnes de la même manière. Et donc, en échangeant avec les autres, tout d'un coup, on réalise qu'on n'est pas les seuls en ce moment à vivre ça. Cette lassitude, ce manque d'inspiration, c'est en échangeant qu'on se rend compte, on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes et que probablement les sources, les causes de ça sont semblables. Mais voilà, et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je me disais en préparant cet épisode, c'est important de se comprendre et de savoir qu'est-ce qui alors dans mon cas, qu'est-ce qui apporte de la joie? Donc je l'ai déjà dit, premièrement, ça va être une stimulation visuelle. Et après, je me suis dit, et si j'écoutais de la musique? Peut-être que la musique peut m'aider. Alors, c'est vrai que je suis sensible à la musique. Une belle musique peut vraiment me porter, me donner des ailes, me redonner le sourire. Mais ça n'est pas vraiment une source d'inspiration pour moi. C'est une source d'énergie plus que d'inspiration. Voilà, exactement. Et donc, en préparant cet épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que, pour moi, ça va être un stimule visuel plutôt qu'un stimule auditif? Parce que je sais qu'il y a des artistes qui vont... Toi, tu parlais de jazz tout à l'heure. Je me suis dit, toi, peut-être, c'est peut-être plus ce côté-là, auditif, qui te donne des pistes à explorer après dans ton travail. Souvent j'écoute pas de musique quand je crée, c'est rare, ça me perturbe plus qu'autre chose. Mais effectivement, si j'ai un coup de mou, je vais peut-être mettre de la musique, alors je vais mettre du jazz ou je vais mettre carrément du rock, des choses un peu très dynamiques, tu vois. Et je vais me mettre plutôt d'abord à danser, à bouger, et puis là, l'envie de faire quelque chose vient. Et souvent, c'est juste un moyen de se mettre dedans, quoi, tu vois. Mais ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Et donc, dans cette réflexion, je me disais, mais en fait, on est tous un peu différents. Et ça serait... Je pense que personnellement, c'est important de comprendre comment je fonctionne et qu'est-ce qui va m'aider à surmonter ces moments de crise où... je me dis, mais je ne vais jamais réussir à repeindre à nouveau. Ah oui, et en particulier, maintenant, je vis ça. Ouais. C'est une période de questionnement où je ne me sens pas particulièrement inspirée. Et donc, j'ai pensé à un test que j'avais fait quand je travaillais en entreprise et que j'étais manager. C'est un test que j'ai fait plusieurs fois tout au long de ma carrière. Ouais. C'est le test de Myers-Briggs. Probablement beaucoup d'auditeurs connaissent ce test. C'est quelque chose qui est assez répandu mondialement. Alors à l'époque, on me faisait faire ce test, on me disait mais c'est pour comprendre tes sources de motivation. Mais en fait, c'était pour que mes managers aient une meilleure compréhension de comment je fonctionnais. Et c'est un test qui a été développé dans les années 1960, et qui découlait du travail qui avait été fait par Jung en 1921. Il avait publié un bouquin avec ces types psychologiques. Des types de personnalité, en fait. Personnalité. Ouais. Et donc, ce test a été développé plus tard. C'est basé sur une méthode où il y a un questionnaire à remplir. Et ce test permet de classer un sujet dans une typologie psychologique. Et c'est le résultat du test
est basé sur 4 axes différents. Alors déjà, il va évaluer l'orientation de l'énergie de la personne. Donc, est-ce que la personne est introvertie ou extravertie? Elle va aussi déterminer comment la personne recueille l'information. Est-ce que c'est une personne qui est dans la sensation ou dans l'intuition? Ensuite, elle va aussi déterminer comment la personne prend des décisions. Est-ce que c'est par la pensée ou par le sentiment? Et finalement, le dernier axe explore le mode d'action de la personne. Et est-ce que c'est par le jugement ou par la perception? Et donc, il y a 16 typologies possibles. Et en faisant le test, on tombe dans une de ces typologies. Donc, j'ai refait le test récemment juste pour m'amuser, on va dire. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, maintenant, je me connais assez bien pour savoir qu'est-ce que je dois faire quand ça ne va pas trop. Et les résultats du test m'ont réconfortée dans ma compréhension de moi-même. Et du coup, comment ça t'aide à retrouver la motivation, alors, concrètement? Mais en fait, ce test te permet de comprendre quelles choses sont bonnes pour toi, D'accord. quelles choses tu vas être réceptive ou pas. D'accord. Donc dans ton cas, par exemple, qu'est-ce qui t'aide? Donc dans mon cas, il me propose d'essayer de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. D'accord. Donc de me lancer dans une activité qui est inhabituelle pour moi. D'accord. Et c'est vrai que en faisant quelque chose d'inhabituel, c'est un peu déstabilisant, mais ça va enclencher ma créativité. Parce que quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment l'aborder. Et du coup, on doit trouver des manières, des façons de faire, des nouvelles manières de faire. Et du coup, ça remet en route un peu cette machine. Ça te rallume la créativité. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un des éléments. Après, il y a plusieurs choses. Mais aussi, il propose que quelqu'un comme moi, justement, et ça, je le fais, je le dis souvent, j'aille me promener dans la nature et passer du temps toute seule. Juste à réfléchir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me fait un grand bien. Ouais. Il m'arrive parfois même de parler toute seule dans la forêt, parler aux arbres, de leur parler de mes soucis, de dire mais pourquoi j'arrive pas à faire ça? Et évidemment, je n'ai pas de réponse auditive, mais c'est vrai qu'à la fin de la balade, j'ai l'impression quand même de m'être remplie de quelque chose. Et c'est que quelques heures après ou quelques jours après que je ressens les bénéfices de cet exercice. Parfois, se parler à soi-même quand on traverse des moments difficiles ou qu'on a des questionnements et qu'on ne trouve pas la réponse ou la solution, se parler à haute voix, c'est extrêmement bénéfique en fait. Parce que c'est comme si tu parlais à quelqu'un et comme s'il y avait une espèce de dialogue qui s'instaurait. Et du coup, en général, moi, quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive aussi, je finis par trouver des solutions, tu vois. Alors, et ça marche très bien aussi quand, par exemple, tu es en colère contre quelque chose. Donc, tu parles à haute voix, tu lâches tout ce que tu as envie de lâcher, tu râles, tu grognes, tu j'en ai marre, machin. Et au bout d'un moment, ton cerveau te dit, bon, t'as pas un truc un peu plus constructif, là qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Maintenant que t'as vidé ton sac, qu'est-ce qu'on fait? Et là, hop, tu enclenches la recherche de solutions et tu peux passer comme ça au bout d'une demi-heure, ben ça va mieux, t'as vidé ton sac, t'as trouvé des solutions, tu repars et ça fait beaucoup de bien. Et ce que je faisais pendant un moment, c'est que j'enregistrais ces sessions en fait. Ah ouais, carrément. Ouais, j'enregistrais ces sessions parce que souvent j'étais dans la nature, pareil. Et que quelquefois, je me disais, c'est bien parce que des fois, tu as une idée, et puis le fait d'en parler, après, tu dis, mince, qu'est-ce que je m'étais dit déjà et tout. Donc, le fait d'enregistrer, tu peux retrouver facilement ce que tu avais fait. Et puis, ça peut être aussi intéressant pour documenter ta vie, pour voir dans quel état d'esprit tu étais à tel moment. Et puis, enfin, voilà, quoi, tu peux retrouver des idées. Mais ça marche, c'est vrai que ça marche très bien de mettre le corps en mouvement, aller dans la nature, se parler, ça c'est des bonnes choses. Et toi, ça t'arrive d'être en panne d'inspiration? Ah bah oui, comme tout le monde. Alors moi dans ces cas-là, tout simplement j'ai pas envie, je fais pas. Donc comme ça... Non mais je vais faire autre chose, quoi, tu vois, je vais marcher, je vais nager, je vais préparer un gâteau, j'en sais rien, je vais sortir, je vais aller dans une librairie voir les derniers bouquins, enfin je vais faire vraiment autre chose. Si ça dure un peu trop longtemps, là ça va commencer à m'embêter. Ce que je peux faire par exemple, c'est de faire quelque chose qui n'est pas très engageant dans l'atelier. Alors je vais
mettre du gesso sur des toiles pour les préparer. Je vais utiliser ma Gelly Plate pour faire des impressions et m'amuser avec le papier. Et tiens, ça va donner des idées. Tiens, je pourrais faire ça. Je vais faire comme j'ai fait la semaine dernière, travailler sur du papier d'imprimante, faire de la peinture, mais dans le but de faire des papiers pour coller après, tu vois. Donc là, t'attends pas un résultat particulier. Donc voilà, je vais faire des choses qui sont pas engageantes, ou je vais m'amuser. Alors j'aime bien dépioter des livres. C'est un péché que je peux avouer. Des livres auxquels je ne tiens pas particulièrement, tu vois. Donc là, je vais m'amuser à créer je vais prendre une page, je vais découper des mots ou des bouts de phrases, puis je vais créer des poèmes avec, par exemple. Donc ça, c'est une forme de créativité aussi. Ouais. Et puis pour aller avec le poème que j'ai fait, je vais faire un petit collage ou je vais faire quelque chose. Donc ça peut être bien aussi. Donc même si tu es en panne d'inspiration, tu restes quand même dans la création. Enfin, tu essayes quand même de rester dans le bain. Oui, parce que ça me manque en fait. Ça me manque. Et puis après, moi je considère que quand je fais une vidéo, quand je fais un podcast avec toi, quand j'écris une newsletter sur mon blog, c'est une forme de création aussi. Donc ça compte aussi, tu vois. Même si ça prend une autre forme, ça oblige quand même à se mettre dans un état d'esprit créatif. Donc ça peut être aussi, là j'ai pas envie de peindre, tiens je vais en profiter, je vais faire 2 vidéos, et puis voilà. Et donc ça satisfait quand même ton envie de créativité, quoi. Oui, voilà, en général je fais ça, mais c'est vrai que ça m'arrive de pas être inspirée, mais ça arrive aussi quand tu as beaucoup travaillé et tu arrives au bout d'un cycle d'une certaine manière, tu vois, au bout de ton processus créatif, et donc là je crois qu'il faut vraiment pas s'inquiéter, il faut se laisser le temps de se re-remplir, de se stimuler autrement, de voyager, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, d'aller voir des expos, des choses comme ça, et ça te re-remplit, quoi. Mais des fois, ça peut durer longtemps, hein. Ouais. Oui, je me disais, en fait, aussi, des fois, c'est pas forcément le manque d'inspiration, c'est le manque d'énergie. Oui. Parce qu'on peut très bien avoir une idée en tête, se dire, j'aimerais bien quand même développer ça, et puis après, quand on pense à ce qu'il faut faire pour développer, et je pense que c'est peut-être plus ça aujourd'hui qui me perturbe actuellement, en tous les cas. J'ai des idées en tête, mais le fait de m'y mettre, ça m'épuise. C'est où je vais... Non, mais c'est ça, où je vais trouver l'énergie pour le faire, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, je trouve surprenant, toi, tu arrives quand même toujours à rester connecté à la création et de faire... Même si tu fais des petites choses, tu restes quand même connecté à ça et tu continues à explorer sur du papier, tu fais des choses plus réduite, plus simple. Oui. Moi, il m'arrive, c'est pas le cas actuellement, mais il m'arrive des fois vraiment, même ça, je n'y arrive pas. Même prendre un crayon et dessiner, c'est pas possible, quoi. Et là, c'est quand il y a vraiment des grosses pannes d'inspiration et aussi des gros manques d'énergie. Oui, mais moi j'ai connu ça l'hiver dernier, tu vois, entre novembre et janvier à peu près. Mais ça, c'était dû à un épuisement. C'était vraiment une grosse fatigue parce que je dormais très mal et j'étais vraiment épuisée. Et je pense que c'est ça. Bon, après, c'est vrai que du coup, t'es fatigué. Donc, ton esprit commence à voir un peu les problèmes, à dire ça va pas. Et là, tu commences à enchaîner tout un chapelet de trucs qui vont pas. Donc, tu te focalises sur ce qui va pas plutôt que sur ce qui va. Et donc, ça accroît le problème au lieu de le résoudre, quoi, en fin de compte. Et je crois qu'effectivement, la fatigue, ça peut être un vrai problème quand tu es fatigué physiquement et mentalement. Et c'est vrai que j'étais fatiguée mentalement aussi parce que j'avais fait beaucoup de vidéos, j'avais fait plein de choses, je m'étais lancée dans plein de trucs avec des résultats qui sont pas toujours à la hauteur. Et qui du coup ne te redonnent pas de l'énergie, parce qu'en fin de compte c'est ça le problème, c'est que tu dépenses beaucoup d'énergie pour mettre en place des projets et puis t'as pas les retours attendus, donc du coup ça te re-remplit pas d'énergie. Et là oui effectivement, donc là c'est un moment où, effectivement où j'ai senti qu'il fallait que j'arrête, quoi, et donc j'ai tout mis en pause. Et je me suis plus préoccupée de rien et j'ai vraiment fait une pause et ça m'a fait du bien, quoi. Et je me demande si je vais pas faire ça volontairement, tu vois, notamment l'hiver où on est vraiment un peu au creux de la vague, entre le genre fin novembre et début janvier, tu vois, au mois de décembre ou jusqu'à mi-janvier, volontairement couper comme ça, faire carrément un break et dire là je mets tout de côté et j'y pense plus, et je pense que ça fait du bien.
comme ce qui se passe dans la nature, en fin de compte. Hein. Oui, c'est vrai que oui, faudrait réussir à s'aligner un peu avec l'énergie des saisons. Ouais. Parce que le problème du travail créatif, c'est qu'on est tout le temps branché dessus, en fin de compte, tu vois. Même le week-end, moi j'essaye de respecter le week-end au moins le dimanche, mais il n'est pas rare que, j'ai une idée, tiens, je vais essayer ça, je vais regarder tel truc. Enfin, tu vois, et donc tu es toujours un peu dedans. Or, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut réussir à couper, il faut réussir à dire, là, non, je sors de l'atelier, je ferme la porte et j'y pense plus. Mais on a vraiment du mal à faire ça. Donc, c'est ça qui fatigue, en fait. C'est que t'es toujours un peu dedans. Ouais. Donc, pour l'inspiration, on va dire que vraiment, le niveau énergétique, notre niveau d'énergie physique et mentale est aussi important. Il faut vraiment faire attention. Pour trouver l'inspiration et pour nous pousser vers la création. C'est ces deux choses, c'est peut-être ça en fait qu'on est en train de conclure, c'est que ces deux choses vont ensemble, elles sont nécessaires pour la création. Alors Sabina, tu es en plein préparatif pour ta prochaine exposition qui va se dérouler à Audierne à partir du 19 août, c'est ça ? À partir du 18. Du 18 ? Ouais, du 18 au 30 août. Donc il y a la galerie. D'accord. Qui s'appelle la galerie. Et tu seras avec 3 autres artistes. Oui, 3 autres collègues. En fait, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Collectif Artistes Exposants. Et on travaille ensemble pour trouver des lieux où exposer. Et on est 6 au total, mais là, on va être que 4. Et on a tous des univers et des techniques différentes, donc on est assez complémentaires, on va dire. D'accord. Donc je pense que ça va être une exposition très intéressante. Tu as choisi combien de toiles tu vas exposer dans cette expo ? Alors il y en aura pas mal, parce que la galerie c'est vraiment très grand, c'est un lieu très grand, et a priori j'ai un emplacement dans la galerie où j'ai à peu près 12 mètres linéaires. Et après, j'ai encore d'autres endroits que je vais partager avec les autres artistes. Donc, je n'ai pas calculé le nombre de toiles, mais il y en aura beaucoup. Après, l'idée, c'est de ne pas non plus trop charger. Oui, mais quand tu dis beaucoup, c'est quoi ? C'est 10, 20, 30 ? Il y en aura plus que 10. Hein, entre 10 et 20, quoi. D'accord. Pour moi, ça fait beaucoup. Donc voilà, et puis il y aura beaucoup de petits formats. J'ai envie de partir surtout sur des petits formats. Et quelques grands, un peu plus grands, enfin des formats moyens, on va dire. D'accord, voilà. Donc si on veut découvrir comment la joie t'inspire et ce que ça donne au final, il faut aller voir cette expo. Alors donc tu as des permanences, tu vas tenir quelques permanences ? Oui, je tiens des permanences, donc le 18, le 26 et le 27. Voilà. D'accord. Donc c'est l'occasion pour passer, venir me faire un petit coucou et voir l'expo. Oui, et puis découvrir ton travail. Parce que exactement. On en entend parler, mais on veut le voir maintenant. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que tu aimerais partager ? Cette semaine, écoute, j'ai commandé et reçu un des livres de David Mankin, qui est un peintre qui habite en Cornouailles anglaise et qui est très inspiré par la mer, et donc que je suis sur Instagram depuis un bout de temps. Et donc là, je me suis fait plaisir, je me suis commandé son livre, qui n'est pas donné quand même, il est autour d'une 30aine d'euros. Mais j'étais curieuse, enfin je vois un peu comment il travaille, et donc j'ai commencé à lire un peu la description de son processus créatif, et je trouve des similitudes avec ma manière de fonctionner aussi. Et moi, vraiment, le processus créatif, ça fait partie des choses qui me passionnent, pour moi, mais aussi chez les autres artistes, chez les gens qui peignent, qui écrivent. Voilà, la question de savoir justement d'où vient l'inspiration, ce qu'on en fait, comment on travaille, quoi. Ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et donc, c'est pour ça que j'ai commandé ce livre. Et on voit effectivement bien, on voit des photos de David Mankin qui va marcher sur les plages de Cornouailles, qui va prendre des photos de choses qui l'inspirent, justement, des assemblages de roches, des petits morceaux de plastique qui traînent entre les rochers, des bateaux, la manière dont certains se reflètent, des éléments de marine, des choses comme ça, tu vois. Et c'est à partir de ces photos qui ramènent de ces expéditions dans la nature ou sur la côte, il utilise ces photos, il les ramène chez lui et il les imprime. Il va
non pas se baser sur une photo forcément, mais peut-être en prendre plusieurs, les déchirer, les réassembler. Et c'est ça qui va donner naissance à son travail, en fait. Et ça, c'est très intéressant de voir comment il fonctionne, parce que tu vois qu'il part du réel. Mais justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va tordre et triturer les choses, il va déchirer ses photos, il va les assembler d'une certaine manière, et ça va lui donner des idées pour faire surgir autre chose. C'est intéressant ce processus. Ouais, c'est très intéressant, et puis son univers est très proche du nôtre, hein, parce que tu regardes la Cornouaille anglaise et la Bretagne, c'est exactement la même chose. C'est vrai, c'est les mêmes paysages, hein, c'est incroyable. C'est les mêmes paysages, c'est la même météo. Oui, aussi. Malheureusement. Et donc, bah voilà, t'as un peu l'impression de voir un frère en artiste, quoi, tu vois, qui serait en train de travailler. Et vraiment, j'aime vraiment sa manière de travailler. Après, ce qu'il fait, j'accroche pas toujours. Ça me parle pas toujours vraiment. Enfin, moi, c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas vers ça que j'irais, si tu veux. Mais tant mieux, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a une certaine puissance, je trouve. Oui, exactement. Il y a des traits, des coups de pinceau, tu les vois, c'est fait vraiment comme ça, d'un geste. Oui, et tu le vois travailler, il travaille toujours sur des grands formats. Très grands formats, avec des grosses brosses. Et effectivement, des gestes du bras d'une grande amplitude. Voilà. Bon, c'est très masculin aussi, tout ça, hein, c'est une énergie aussi très masculine, faut bien le dire. C'est peut-être pour ça que moi, je me dis, si je suivais le même processus, j'aboutirais sans doute à autre chose. Mais c'est vraiment intéressant de le voir, et le livre est vraiment complet. Par exemple, il y a une page, tu vois une peinture quasiment, pas forcément du début, mais des premiers stades jusqu'à la fin. Et tu vois que il a accumulé certaines couches, il l'a retourné, il a repassé des choses dessus. Et au final, de ce qu'il y a sur la première et sur la dernière, de ce qu'il y a sur la première, tu retrouves pas grand-chose sur la dernière photo, super. En fait. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir. Il travaille à l'extérieur aussi, il travaille en plein air, ou il fait des croquis dehors, Oui, ça peut lui arriver. Oui, il peut faire des croquis dans ses sketchbooks. Il travaille beaucoup dans ses sketchbooks, en fait, soit en utilisant ses photos, toujours, où là, il va prendre ses photos, il va revenir, et il va faire des croquis avec des néocolores ou des choses comme ça. Et pareil, en assemblant différentes choses, ou en partant d'une photo, et puis en l'interprétant à sa manière, quoi, en fait. Donc, il travaille beaucoup dans les sketchbooks. Il travaille dans les sketchbooks à l'extérieur, mais il ne peint pas directement à l'extérieur. Tu vois, il ramène les choses dans son atelier et il travaille après à partir de ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me parle, parce que moi, j'ai essayé d'aller travailler dans la nature et j'en retire pas un plaisir phénoménal, en fait. Aller faire des croquis dans la nature, c'est pas... Je me suis rendu compte, tu vois, j'imaginais que ça allait me plaire beaucoup, et en fin de compte, pas tant que ça. Et je préfère faire des photos et ramener dans mon atelier, et après créer dans mon atelier. Oui, on a des fois besoin de ce silence, cet espace qui est le nôtre, pour vraiment se concentrer et laisser l'inspiration venir. Et c'est vrai que si on est dehors, pour moi aussi, il y a un peu trop de choses qui se passent autour, et ça m'empêche de me centrer un peu. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que je suis trop dans le figuratif tout de suite, quoi, tu vois. Et j'ai besoin, je pense, de ça, d'absorber, de revenir dans mon atelier et de transformer après, quoi. Si je suis tout de suite, si je suis devant un arbre, je vais pas forcément savoir tout de suite comment l'interpréter d'une manière qui soit pas figurative. Et donc ça me perturbe. Mais bon, après, je me dis, je pourrais aller travailler dehors d'une autre façon aussi, hein. Par exemple, tu as des artistes comme Lisa Curley ou Lewis Noble, je suis désolée, c'est toujours que des Anglais, mais c'est parce que c'est des personnes que je suis, qui vont travailler en extérieur et qui ont une autre approche. Et donc, ça peut être aussi sympa. Mais alors moi, le côté, j'emmène mon atelier à l'extérieur et tout mon matériel et tout le machin, ça m'embête un peu. Moi, j'ai pas envie de m'encombrer de tout ça. Tu vois, voilà, c'est ça. Moi, je voudrais rester légère. Moi, j'ai besoin de bouger, et donc je pourrais pas transporter tout mon matos, pas possible. Ouais, bon, je sais pas, il faudrait peut-être essayer. Alors, j'ai essayé un peu l'aquarelle, mais je maîtrise pas assez, ou c'est pas mon truc, en fait. Moi, j'aime bien la peinture acrylique pour son côté couvrant aussi. L'aquarelle, c'est toujours très léger, très doux, même si tu peux faire des effets et tout, mais moi j'aime bien le côté acrylique pour ça, pour la pigmentation de la peinture, quoi. Non, moi j'utilise des crayons fusains, et
des couleurs un peu différentes, et ça j'aime bien parce que tu peux après étaler aussi, tu peux utiliser tes doigts un peu, voilà, c'est assez rapide. Tu peux vite recouvrir une zone de la page, donc je trouve que ça se marie bien avec voilà, le temps et l'espace que tu as quand tu es à l'extérieur. Moi j'aime ça, mais je me vois pas du tout emmener mes peintures, de l'eau. Voilà, non, c'est pas possible. Ça, Oui, c'est ça. Et puis en fait, tu te dis, mais tu sais pas forcément de quelle peinture tu vas avoir besoin. Donc soit tu te limites volontairement, mais tu peux être frustré. Soit t'emmènes beaucoup plus de trucs et puis en fin de compte, t'en as trop. Enfin, tu vois, c'est... Bon, peut-être que ça viendra dans le temps, hein, j'en sais rien. Peut-être que je trouverai... Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent avec des crayons aquarellables, mais de type Inktense ou Neocolor, qui sont assez pigmentés, où là, on peut obtenir des beaux résultats aussi. Mais je crois que c'est aussi, moi j'aime bien l'empilement des couches, quoi. Tu vois, l'empilement des différentes choses. Et quand tu vas travailler en extérieur, t'es pas d'emblée là-dedans, quoi. Alors j'ai vu une autre artiste, je me rappelle plus de son nom. Elle prend des sketchbooks et elle les prépare. C'est-à-dire que dans son atelier, elle va étaler des couleurs un peu au hasard. Elle arrive dans le paysage et là, elle a un peu de peinture, des néocolores, des Inktense, des crayons Inktense, et puis peut-être des feutres acryliques, des choses comme ça. Et là, elle travaille sur des pages qui ont déjà été peintes, si tu veux. Et là, ça donne des résultats vraiment intéressants parce qu'on est déjà dans une accumulation de couches. D'accord. Et avec une sous-couche qui est pas du tout en lien avec le paysage, donc ça peut être des couleurs très vives, ça peut être des choses très... Et j'ai regardé ce qu'elle faisait et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, ça, par exemple. Ça pourrait être une piste à suivre. Donc voilà, mais effectivement, moi, le processus créatif, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de creuser. Et je pense qu'on aura l'occasion d'interviewer des artistes et on aura l'occasion d'aller un peu plus loin dans cette direction-là, justement pour apprendre comment d'autres personnes travaillent, ce qui les inspire, ce qu'elles font de leur inspiration. Peut-être que David, il parle français. Ah, les Anglais, c'est rare qu'ils parlent français. Mais oui, c'est toujours intéressant de voir comment les autres travaillent, comment aussi... Et c'est vrai que les artistes anglo-saxons partagent assez généreusement, montrent assez généreusement leur manière de travailler. Vrai. Chose que les artistes français font moins, je trouve. Tu vois, les artistes français ont tendance à montrer le résultat final, mais pas forcément comment on est arrivé là. Ouais. Et comme moi, c'est ça qui m'intéresse, je pense que c'est ça qui fait que... C'est la raison aussi pour laquelle je suis beaucoup d'artistes anglo-saxons, quoi. Donc, voilà. Bon, écoute, ça a été une semaine encore assez riche. Oui. J'espère que notre inspiration vous suscitera votre inspiration. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Laissez aussi des commentaires sur Apple Podcast, notamment parce que c'est ça qui permet d'être plus visible. Plus il y a de commentaires et plus l'algorithme nous rend visible. Ouais. Et Dieu sait si on en a besoin, parce que dans le monde un peu saturé des podcasts, c'est difficile de faire sa place au soleil, quoi. Et surtout qu'en Bretagne, le soleil, en ce moment, il se fait vraiment désirer. Ouais. Écoute, Sabina, je te souhaite beaucoup de succès pour ta prochaine exposition. Merci beaucoup. J'espère que tu auras des visiteurs de qualité, que tu auras l'occasion de faire quelques ventes, et puis que tu auras des beaux échanges avec les personnes qui viendront. Moi aussi, oui. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.